Le 1er juillet 1984 sortait Le Neuromancien, premier roman de William Gibson et de la trilogie neuromantique. 40 ans plus tard, comment ce livre a-t-il déclenché l'essor du cyberpunk ? C'est un monument de la SF. Tout est déjà là. Le réseau, les hackers, le pouvoir de la data et les multinationales capitalistes violentes. Pourtant, en 1984, Internet n'est qu'un petit réseau d'environ 1 millier d'ordinateurs. Avec ce roman précurseur, on peut dire que Gibson a fait advenir le cyberspace. Son polar futuriste, très contestataire de l'Amérique de l'époque, nous alerte immédiatement des dangers du cyberspace et nous donne à voir ses dérives avant même que ces technologies ne décollent. Neuromancien, 40 ans de cyberculte. Raphaël Granier de Cassagnac, bonjour. Bonjour Natacha. Vous êtes directeur de recherche au laboratoire Le Prince Ringuet de l'École Polytechnique et fondateur du studio de jeux vidéo Si Fun Game. Nous sommes en ligne également avec Laurent Kessy, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain et traducteur français de Gibson et vous venez de publier un roman de SF aux éditions Mu, Tristero. Et nous sommes également en ligne avec Marion Mazoric, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditrice, fondatrice et directrice des éditions Au Diable Vauvert. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation ici dans nos studios à France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez. Comme chaque jour, vous pouvez nous suivre sur notre fil Twitter en vous abonnant à notre compte @ScienceCQFD. On a un live tweet qui commence tout de suite avec plein de ressources, de sources complémentaires pour enrichir votre écoute. Alors, qu'est-ce que l'auteur invente qui n'existait pas auparavant ? Comment William Gibson se saisit-il de la technologie ? Comment crée-t-il la notion de cyberspace bien avant l'invention d'Internet ? Et quelle est la postérité de cette œuvre ? Nous n'avons qu'une heure pour répondre à toutes ces questions. On commence avec notre archive du jour. Nous sommes au Festival de Cannes de la science-fiction, le Festival des Utopies à Nantes, en 2008. Rester connecté au monde, c'est l'obsession de notre décennie. Téléphone, internet, jeux en réseau font désormais partie de notre quotidien, à tel point qu'on se demande même comment on faisait avant. Avant justement, seule la science-fiction avait fantasmé le monde virtuel, c'était dans les années 80. Une guerre thermonucléaire. Ce mouvement qu'on appelle le cyberpunk a son maître, William Gibson. En 1984, il publie Neuromancien, un roman sur ce que promettent les nouvelles technologies. Il reste encore de notre époque, malgré le fait qu'il soit écrit il y a 20 ans. C'est un livre qui reste encore contemporain. C'est ça qui fait sa force, ce livre. Quand vous regardez bien les réseaux, vous voyez qu'ils changent les modes de socialisation, et souvent d'ailleurs grâce aux technologies émergentes. Et cela, cette évolution, ça a toujours été mon sujet de prédilection. Oui, mais voilà, en termes de réseau informatique, la réalité a aujourd'hui rejoint la science-fiction. Alors, sur quoi vont pouvoir travailler nos auteurs ? La question qui se pose à des auteurs de science-fiction, c'est quels sont les réseaux de demain, c'est-à-dire est-ce que ça peut être des réseaux biologiques, est-ce qu'on peut imaginer des connexions qui soient beaucoup plus proches, non pas par des interfaces comme un ordinateur, mais qui soient beaucoup plus proches de nous et qui soient directement corporelles. Pas d'inquiétude donc, les écrivains de science-fiction ne manquent visiblement pas d'idées pour noircir les pages de leurs prochains opus. Voilà un extrait du JT de France 3 et un passage furtif de William Gibson. La réalité a rejoint la science-fiction avec le neuromancien. Raphaël Granier de Cassagnac, ça c'était en 2008, alors 40 ans plus tard. Ouais, je réagis tout de suite sur ce que disait le lecteur. Là, la prochaine étape, c'est les réseaux biologiques. Il y a une chose que je trouve assez fascinante, c'est que même les réseaux qu'ont inventé Gibson et les autres qui ont inventé le cyberpunk, en fait, ils n'existent toujours pas. La connexion directe neuronale à la machine, en fait, elle n'existe pas. Donc, il y a encore plein de choses à écrire là-dessus, plein de choses à écrire sur les réseaux biologiques, si on veut, oui. On reviendra en effet sur l'aspect et les apports scientifiques de cet auteur, mais votre réaction, vous aussi, Marion Mazoric, à l'écoute de cette archive. Écoutez, alors d'abord, je trouve que Neuromancien aborde déjà beaucoup la question des neurosciences et du transport, enfin pas des thérapies génies, ça n'existe pas en 1984, mais dès le début du roman, on comprend qu'il a été infecté, le personnage principal, que donc il a perdu ses capacités de connexion qui elles-mêmes avaient été créées. Donc on est plongé dans un monde
où, même si ça n'existe pas encore, ça existe en tout cas aujourd'hui dans toutes les fictions. On est capable de muter, de faire muter les individus, d'agrandir leur perception et de les connecter à la machine. Et alors c'est vrai que ça existe peut-être pas dans la réalité, mais par contre, je pense que ça existe dans tous nos imaginaires et en particulier évidemment depuis Matrix, mais pas que Matrix, parce que je pense à Heyerdahl, son premier roman, La Bohème et l'ivresse, c'est un artiste connecté à des machines par les poignets et en fait, vous avez une imagerie de la science-fiction aujourd'hui au cinéma, en BD ou en littérature, où la connexion de l'individu à la machine, c'est devenu un espèce de cliché. Donc il y a le réel et puis il y a le réel de nos imaginaires, si vous voulez. Et je trouve que c'est une idée totalement réaliste, de la même façon qu'on sait déjà ce que sont des agraves, même si on n'a pas encore des voitures qui roulent sans pneus, si vous voulez, mais ça existe en fait complètement dans nos images mentales. Laurent Kessy, votre réaction, vous aussi, de cet extrait du Festival des Utopiales en 2008. Oui, ben, pour rebondir sur ce que dit Marion, j'ai l'impression qu'il a que si on regarde autour de nous, on a l'impression d'être dans le monde que décrivait, Gibson plus ou moins dans nos romanciens et que quelque part, par son imaginaire, il a fait advenir ce monde. C'est-à-dire qu'il a eu des intuitions. Alors, il avait souvent tendance à dire, il le dit toujours, que le futur existe déjà, mais qu'il n'est pas distribué de façon équitable. Et lui avait ce talent de voir déjà l'avenir dès 82, quand il a commencé à écrire le livre. Et il a senti ce qui allait se passer. Comme vous disiez, il y avait qu'un millier de personnes peut-être sur le réseau, mais il a compris l'importance de ce que ça pouvait être. Il dit lui-même, il a compris que ça pouvait être aussi important que l'arrivée de l'automobile pour l'humanité. Et avec ça, il a essayé de faire une œuvre qui puisse apporter à l'imaginaire commun ce qui lui il pressentait, quoi. Alors comment est-ce qu'on sait, pour venir un peu sur la genèse de ce roman, comment son imaginaire à lui a été nourri, Laurent Kessy? Voilà, c'est un écrivain américain qui est né en 48 en Caroline du Sud. Dans ses jeunes années, c'est déjà un grand lecteur de SF, mais que lit-il? Alors, ce qui est important, c'est qu'il a longtemps vécu à la campagne, un peu isolé du monde, donc vraiment dans un monde complètement différent de celui qu'il décrit dans ses romans. Il a vraiment eu l'imaginaire formé par d'abord les classiques de la SF, et puis peu à peu, il s'est pris de passion pour les écrivains de la Beat Generation. Il a aimé un peu cette SF déviante des fin des années 60, début 70, représentée par New Worlds en Angleterre, Harvey New Worlds de Michael Moorcock, par J.G. Ballard, par John Brunner, etc. C'est vraiment ça qu'il a formé. Et, euh, et aussi, quand il a commencé à publier des nouvelles, donc au début fin des années 70, début des années 80, il était poussé par un rejet de la SF classique, de la SF à papa, euh, qui qualifiait lui presque de fasciste, quoi. Donc il était vraiment euh, en opposition à ça, et c'était aussi moyen de manifester son opposition, d'écrire, quoi. Oui, c'est vrai que Gibson va fuir les États-Unis pour éviter la guerre du Vietnam. Il va vivre dans des communautés hippies. Comme vous dites, 77, il écrit sa première nouvelle, Fragment of a Hologram Rose. Marion Mazuric, quelle est l'historique et la genèse du roman du neuromancien? Comment Gibson l'a-t-il écrit? Bah, en fait, là, Laurent vient de poser le cadre, littéraire et de ses références littéraires. Donc évidemment, la SF traditionnelle dite de papa, c'est la SF fondatrice. C'est une SF, en fait, qui est très conquérante, où on est complètement dans, une époque, une culture mondiale qui est que l'humain va conquérir le monde, les étoiles et on est dans une période très optimiste où on pense que le capitalisme va tout sauver. Or, justement, il appartient à la génération suivante qui commence à être très lucide. Il ne faut pas oublier que Orwell, forcément, il connaît 1984, hein. Je trouve ça formidable que Neuromancien sorte en 1984. Qui était le roman d'Orwell? Orwell, c'était un socialiste engagé, socialiste à l'époque, c'est un révolutionnaire, si vous voulez, anticapitaliste. Donc on ne se rend pas compte que dans ces 80 aux États-Unis, en fait, on est sorti de la guerre froide difficilement, avec une vraie guerre des blocs, avec des interdictions de travail et du harcèlement pour les communistes. On n'oublie pas qu'en 72, Angela Davis a été libérée, qu'à cette époque-là, vous avez l'explosion du rock
et effectivement, de la Beat Génération, c'est-à-dire du peace and love qui préfigure quand même, des mouvements qui sont à la fois écolos, sur la libération sexuelle. On est dans une période, reprenez La Planète des singes au cinéma, c'est à peu près les mêmes décennies. C'est-à-dire qu'on a toute une génération d'écrivains, il va pas être le seul, il y aura aussi Bruce Sterling en particulier et Philippe Dick bien évidemment, où d'ailleurs les drogues ont un vraiment, on pourra y revenir, c'est Mmh. quelque chose de très important dans toutes ces créations littéraires et symboliquement ça l'est et qui vont être des œuvres rebelles de contestation de ce que tout le monde voit arriver avec une vraie lucidité si on la compare à nos années actuelles, hein, c'est-à-dire une lucidité sur ce que le capitalisme va créer, donc des multinationales, des méga sociétés, le réchauffement climatique. Faut pas oublier que Butler, c'est aussi dans les années 80, Octavia Butler. Mmh. Et donc, si vous voulez, il y a toute une génération qui est extrêmement consciente, politiquement consciente, contestatrice, rebelle. Et Gibson, il s'inscrit dans ce mouvement-là. Et alors, bon, par contre, ce qu'il a, lui, alors il y a Dick, c'est vrai, il y a Sterling, il y a d'autres écrivains qui mettent en garde contre le totalitarisme et tout. Bon, lui, il est quand même, c'est pour ça que c'est un chef-d'œuvre et que c'est un génie, c'est qu'il met des images que personne n'avait vues et qui restent encore d'une actualité incroyable. Alors Mmh. ça, c'est le génie du poète, hein, parce que il n'y a pas de raison. Je pense que c'est peut-être aussi parce qu'il a un art d'écrire très visuel et que donc il nous présente c'est très réaliste, il nous présente des scènes, qui vont fixer l'audience. Donc comment on crée nos romanciers comme ça, faut être un génie. Bon, c'est l'histoire d'un jeune romancier aussi qui a écrit beaucoup de nouvelles et qui va faire un chef-d'œuvre dès son premier roman. Et ça, c'est à la fois quelque chose de grand et c'est aussi un peu une malédiction pour un écrivain, hein. La poésie de Gibson, on va aussi être amené à l'écouter pendant cette émission, mais Raphaël, Granier de Cassagnac, vous souhaitiez, réagir également? Non, non, j'ai souri quand Marion, vous parliez de 1984, année de sortie du Neuromancien et donc titre du roman inspiratif. Et je n'ai pas pu résister à penser qu'il est né en 48 aussi, année à laquelle a été écrit en Très fait bien. 1984. Donc la numérologie, elle est là. Ouais, moi je l'ai lu à sa sortie en poche en France. C'était chez J'ai lu en 88. J'avais 15 ans. Je vous laisse calculer mon âge maintenant si vous voulez. Grosse claque. C'est pour moi le premier bouquin que j'ai lu de type cyberpunk et tout de suite énorme claque. Et en le relisant là pour cette émission, alors malheureusement pas dans la nouvelle traduction, il faut absolument que je me la procure immédiatement. Dont on parlera également. Je me suis rendu compte en le relisant en fait, j'avais été énormément influencé par ce bouquin et en particulier par ce que Marion vous venez de souligner sur l'aspect très visuel de son écriture. Moi, je suis en général pas très fan des livres de science-fiction qui abondent en description. Il y en a beaucoup. Mais là, à chaque ligne, il y a un mot qui a introduit un élément d'univers. C'est foisonnant, c'est extrêmement riche. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment complètement happé dans l'écriture de Gibson, quoi. Et Marion Mazurek, vous avez choisi de l'éditer, de le rééditer, car et vous avez d'ailleurs créé votre maison d'édition pour publier Gibson, en fait, au sens strict. Avant, vous étiez chez J'ai lu. Oui, tout à fait. Bah, en fait, effectivement, Gibson et pas que Gibson, hein, j'ajoute, Gibson, Octavia Butler, Neil Gaiman et Poppy Bright qui, dans son genre, était un écrivain, le premier écrivain, en fait, à mettre la question, premier écrivain queer, hein, finalement. Donc écrivains, très, très précurseurs et qui sont, je dirais, plus d'actualité encore aujourd'hui qu'ils l'étaient à la sortie de leurs livres et 20 ans après. Et pourquoi neuromancien? Bah, parce que pour moi, ça a été alors je l'ai découvert un peu plus tard que que mon confrère. Là, moi, j'arrivais en fait chez J'ai lu et c'est Jacques Sadoul qui était un peu mon maître Yoda, qui m'a initiée à la SF contemporaine. Moi, j'étais restée à La Planète des singes, Jules Verne et un patrimoine plus classique, mais je connaissais pas et ça a été la même claque et surtout, une claque liée à la critique un peu radicale, alors la place des drogues aussi comme finalement, métaphore à la fois de la distance et puis de l'asservissement, c'est la richesse poétique comme, Mmh. franchement le début du livre, l'exposition du livre, vous avez des images, effectivement à chier. Donc j'ai été très, très frappée par ce roman et puis je me souviens que je dis à Sadoul: «Mais enfin c'est un chef-d'œuvre, mais comment ça se fait que personne n'en parle?» Alors ça sortait dans une collection de science-fiction, c'était vraiment à l'époque considéré comme de la sous-littérature.
surtout en France, hein, où on n'avait pas de reconnaissance de la SF et des pop cultures. Et je pense également à cause de leurs messages très subversifs. Et Sadoul me fait cette réponse en me disant: «Mademoiselle Mazurix, cette traduction», parce que je m'enthousiasmais sur la traduction et le style de Gibson, son style très oral, très punk justement. Et il me dit: «Mademoiselle Mazurix, cette traduction est peut-être excellente, mais elle n'a qu'un lointain rapport avec le texte original». Et donc c'était un très grand traducteur, en bonne foi, donc je vais au texte original et puis ensuite je continue à publier Gibson et effectivement il a une plume très poétique et toute la traduction le tirait un peu vers du langage parlé à la San Antonio, si vous voulez, qui était un peu la mode de l'époque dans la fin des années 80. Et donc c'est pour ça que, en fait, d'une Mmh. part, j'ai créé le Diable pour, essayer de rassembler comme ça des génies des pop cultures, d'écrivains sortis des pop cultures, avec ce projet un jour de retraduire nos romanciens et c'est Et la ce rencontre avec et Laurent c'est qui là l'a permis. Laurent Kessy, qui intervient, également dans cette histoire, Laurent. Oui, oui, c'est vrai il y a ce côté, exploration des marges, c'est le punk du cyberpunk, en fait, l'exploration des marges par rapport aux méga-corpos et cetera. On est clairement dans la dystopie avec Gibson. Comme je disais, il est à l'encontre des standards de la SF optimiste, les voitures qui volent, un monde meilleur, etc., des auteurs qui l'ont précédé. Tous n'étaient pas comme ça, évidemment, mais lui, il essaie de s'incarner en étant un porte-à-faux par rapport à ça. Et donc, dans cette dystopie, lui, la solution qu'il voit, la lueur d'espoir, c'est les marges. C'est les punks, c'est les hackers, ce sont les pirates, les cow-boys du cyberespace. Et donc, c'est eux qu'il va mettre en scène. Et pour cela, alors évidemment, il a un don pour mettre en scène les images, ça on l'a compris, Mmh. c'est vraiment fabuleux, à tel point que les images qu'il a inventées sont partout autour de nous aujourd'hui. Euh, et pour nos romanciens, il a aussi il aborde la SF par le biais du polar aussi, et donc il a ce style un peu frénétique du polar hard-boiled. Euh, il essaie toujours de relancer l'intrigue, etc., des phrases courtes. Et, et évidemment, on pouvait le traduire comme ça en faisant un peu série noire, mais c'était. Voilà, les trades de la série noire ont daté et il était peut-être temps de remettre au goût du jour le texte original de Gibson. Et c'est un polar, en effet, un polar futuriste et le livre a marqué dès sa sortie. Le roman gagne tous les prix possibles de SF, cette année-là. C'est le premier de l'histoire du genre à emporter à la fois le prix Hugo, le Nebula et le Philippe Cadic en 84 et 85. Alors, quels sont les moyens d'interfaçage humain-machine décrites par Gibson dans Neuromancien? Restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Trio. En direct sur France Culture avec Laurent Kessy, Marion Mazuric et Raphaël Granier de Cassagnac. Nous parlons d'un chef-d'œuvre de la science-fiction, Neuromancien. Rapidement, le pitch, on l'a pas dit. Des hackers se livrent à des combats mortels dans le cyberspace d'une société ultra-capitaliste contrôlée par des multinationales. IA agressive, informatique oppressante, mégalopole écrasante, mercenaires cybernétiques, anti-héros déracinés. Bon, pour le pitch, voilà, mais pour le titre, Laurent Kessy, pourquoi Neuromancien? Alors, de romancien, dans l'intrigue, c'est le nom d'une IA qui, voilà, qui est une grosse partie de l'intrigue et qui n'est pas l'IA principale. Je vais pas dévoiler pour ceux qui n'auraient pas lu, mais c'est surtout un mot valise qui permet à la fois de jouer sur le préfixe neuro, hein, qui est relatif au cerveau et voilà, c'est pour se brancher en fait le cerveau à un univers virtuel. Mais il y a aussi le romancer qui est le romancier quelque part, donc il y a aussi le raconteur d'histoire là-dedans. Et il y a aussi l'idée de necromancer. Et donc il y a tout ce jeu avec ça. Et ce mot est quand même déjà, dès le titre, le roman marque, parce que ce mot est d'une originalité folle, il évoque plusieurs choses, plusieurs images. Rien qu'avec le titre, et d'ailleurs tous ces titres sont assez fabuleux, Gibson nous met dans son monde. La notion de cyberspace et de matrice, ce sont aussi des notions qu'il a inventées. Laurent Kessy, est-ce qu'on sait aussi comment l'auteur a forgé le terme cyberspace?
Il était au courant c'est un terme qui avait été inventé par des architectes canadiens, je crois, dans les années 60, mais qui n'avait rien à voir avec l'usage qu'il en a fait. Et il l'a repris parce qu'il cherchait un mot pour. En fait, il était dans une salle d'arcade où des jeunes. Alors, évidemment, ça n'existe plus maintenant, mais les jeunes jouaient sur des bandes d'arcade aux jeux vidéo. Et il a vu ces jeunes complètement happés, complètement comme s'ils étaient. Dans le monde virtuel sur lequel il jouait face à l'écran. Il ne détachait pas le regard. J'imagine c'est l'équivalent des gens sur leur téléphone dans le métro, peut-être, qui sont complètement dans leur bulle. Lui, il a vu ça et il s'est dit, voilà, là, il y a un autre monde, en fait. Ces gens sont dans un autre monde, il faut lui donner un nom. Et il a cherché des mots. Je pense qu'il a eu d'autres tentatives que cyber. Il a dû trouver d'autres choses que space. Et lui, ce qu'il dit toujours, ce qui l'intéresse, en fait, c'est pas tant la technologie, hein, parce qu'il y connaissait vraiment rien en informatique. Il a écrit sur une machine à écrire, son livre. C'est pas du tout un précurseur de l'informatique. Ce qui l'intéresse, c'est pas tant la technologie que le comportement des gens par rapport à la technologie. Et c'est quand il a vu ces jeunes complètement happés devant leur borne d'arcade qu'il s'est dit, là, il y a quelque chose. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas un hasard si le film Tron est aussi sorti en 1984. Enfin, il y a vraiment à cette époque un air du temps qui fait que tout est là et il suffit de capter les choses. Gibson écrit un tiers de Neuromancien et va au cinéma voir un film qui s'appelait Blade Runner. Et il sort au bout de 20 minutes et il se dit c'est pas possible, les gens vont croire que j'ai tout piqué à ce film, alors qu'il a déjà écrit un tiers du roman. Donc tout était déjà là, il fallait le transcender, le mettre sur le papier. Raphaël Granier de Cassagnac. Ouais, moi je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Les bornes d'arcade réexistent en fait, et justement pour aller dans le cyberespace, c'est-à-dire qu'on revoit popper dans les villes aujourd'hui des endroits dans lesquels les gens peuvent mettre des casques et aller faire de la réalité virtuelle parce qu'on le fait assez peu chez soi. Et donc c'est un clin d'œil agréable, je pense, effectivement, si Gibson a démarré son aventure dans des salles d'arcade. C'est marrant de voir que les gens ils vont dans le cyberespace là-bas, enfin dans les salles d'arcade aujourd'hui, quoi. Laurent Kessy, ce qui est intéressant, Oui. c'est Marion Mazuric, vous souhaitez intervenir. Je ne voulais pas vous Oui, interrompre non je plus. voulais dire que d'abord, c'est vrai que Gibson a d'abord une démarche poétique et le mot neuromancien, romancer, le montre bien. Là, Laurent l'a bien démontré. C'est des associations poétiques faites mais il y a aussi cette vision. Alors, il est allé chercher des images. Par exemple, il y a une influence du Japon dans tous ses livres, hein. Dans tous ses livres, il y a plusieurs trilogies qui mettent en scène le Japon. Puis Neuromancien, au début du livre, on est au Japon. Et on voit bien qu'il y a une permanence du Japon dans ces images. Et je crois qu'il a été très, très impressionné par la réalité du Japon, où on expérimente la technologie bien plus tôt qu'ailleurs. Et donc le rapport, justement, les comportements des gens modifiés par la solitude d'une part, le manque de place et le rapport aux machines, je pense qu'il est beaucoup allé le puiser là-bas. Il y a des tonnes d'images, hein, de choses qu'il nous a montrées, qui aujourd'hui sont d'une grande banalité. Par exemple, les hôtels capsules. Et on pourrait chercher quelque chose aussi qui présente dès les premières scènes du Neuromancer, c'est les combats, la violence donc de cette société complètement déshumanisée, complètement livrée au pouvoir des compagnies, et où les gens se droguent ou vont faire du Fight Club. Et donc bien avant Mad Max, Fight Club, etc., on a déjà des combats dans des cages, si vous voulez. Et comme ça, c'est à chaque page, on a de nouvelles images. C'est d'abord des images poétiques que le fait d'un gars qui a construit, ça de façon scientifique. Alors le cyberespace, il a compris qu'en fait la révolution qui venait, c'était celle du cyberespace. Effectivement, quand on lit Neuromancien aujourd'hui, on se dit: «Mais enfin, c'est le scénario de Matrix, quoi», alors que c'est pas un techno du tout. Mais il a une intuition assez géniale parce qu'en fait, Gibson est nul en informatique. Laurent Kessy, Tout à et fait. c'est ça aussi qui est intéressant avec le cyberspace, c'est que cette notion a influencé peut-être les vrais scientifiques qui ont ensuite inventé le web. Sans Gibson, peut-être que le web n'aurait peut-être pas pris cette forme-là. Alors, on en revient toujours à son talent pour les images. Il s'imagine comment il comprend ce qu'est cet univers virtuel, ce réseau. On relie des ordinateurs, mais c'est pas très sexy. Il faut trouver un moyen de le mettre en scène dans une fiction. Donc, comment faire? Donc, il invente cette espèce de monde virtuel fait
de filigrane, d'images. Alors l'image qu'il donne, c'est l'image des éclairages d'une ville de nuit qui s'éloigne. Voilà, ça ressemble étrangement à Tron, ces lumières droites comme ça. Et évidemment, ça parle immédiatement. On trouve ça à la fois magnifique et répulsif. Enfin, il y a quelque chose qui est de l'ordre du deuxième monde, enfin, qui peut être l'enfer comme le paradis. Et je pense que ça a excité l'imagination des lecteurs, ça a excité l'imagination de lecteurs qui sont devenus ou qui étaient déjà scientifiques à l'époque, à tel point que on a vu des réseaux virtuels comme ça se fonder. Second Life, par exemple, on a eu le réseau de Meta plus récemment. Pour l'instant, c'est pas des succès, mais ce sont des choses qui imprègnent tellement notre imaginaire qu'ils ont été presque invoqués comme s'il avait fait un sortilège et que les choses étaient apparues dans la réalité via le pouvoir des mots, de la littérature. Raphaël Garnier-Cassagnac, le cyberspace décrit par Gibson, il n'est pas, comme vous le disiez tout à l'heure, hein, il n'est pas tout à fait possible. Il y a encore quelques freins, scientifiquement parlant. Ouais, mais justement, j'ai noté il donne une définition de la matrice, je l'ai noté, je vous la livre, hein. La matrice tire ses racines des jeux vidéo les plus primitifs, des tout premiers programmes graphiques et des expérimentations militaires avec les connecteurs crâniens. Côté jeux vidéo, c'est bon, on y est. Il y a déjà des gens depuis pas mal de temps, des communautés qui jouent en ligne, hein, dans des mondes virtuels, qui échangent des tas de choses, dans des simulacres de vie parallèle. Et je pense aux jeux massivement en ligne comme World of Warcraft ou League of Legends ou même Fortnite ou Roblox pour les plus jeunes, on va dire. Les programmes graphiques, c'est pareil, c'est bon, on y est. On est capable de générer des images d'une qualité incroyable qui sont capables de représenter des univers très élaborés. Magnifique de réalisme et ou de beauté, et pas seulement pour le cinéma d'animation, ça on le fait dans le cinéma d'animation depuis longtemps, dans lequel on a du temps pour calculer les images, on le fait aussi pour le jeu vidéo, dans lequel les images sont calculées en temps réel, donc on y est, c'est possible, quoi. Ce que je disais tout à l'heure, c'est le truc qui manque, c'est les connecteurs crâniens. C'est-à-dire, c'est là que la différence, et qu'on n'est pas encore tout à fait dans la matrice de Gibson, et on a, pour l'instant, pour se connecter à ces mondes virtuels, on reste complètement bloqué, je dirais, par nos sens, quoi, notre vue et nos oreilles, quoi. Et c'est essentiellement les deux sens auxquels on parle quand techniquement on fabrique nos mondes virtuels. Donc il manque ce petit truc pour aller jusqu'au bout de l'expérience et être vraiment dans le neuromancien, je pense. Oui, c'est ça, on est encore assez loin d'avoir un cyberspace complet où la réalité se confond avec le virtuel. Mais Laurent Kessy, quand même, tout le monde essaye aujourd'hui de vendre des lunettes virtuelles pour la réalité augmentée. Et ça vient de Gibson. Ça vient de Gibson et pour l'instant, ça marche pas très bien. C'est ça le problème, c'est que tout le monde essaie d'en vendre, mais c'est pas encore du tout au point. Et donc dans Gibson, le truc, c'est qu'on se connecte directement au cerveau. Et il y a même c'est dans Mona Lisa disjoncte, le troisième volume de la trilogie, où on a carrément un personnage qui est capable de se connecter sans avoir besoin d'une interface, qui se connecte directement. Son chercheur de pair lui a mis une puce dans le cerveau qui lui permet de se connecter directement au monde virtuel. Alors là, évidemment, je pense que les choses, on en est loin, hein, comme disait Raphaël, mais si les moyens, parce que mettre un casque de réalité virtuelle, c'est pas anodin, on peut assez vite être malade, par exemple, ça induit une certaine désorientation, etc. Mais on a moins de risques, comme dans Neuromancien, de faire ce qu'il appelle un tracé plat, c'est-à-dire de se retrouver, de faire une crise cardiaque suite aux rétroactions du cyberspace. C'est dangereux d'aller dans le cyberespace chez Gibson. Chez nous, ça l'est beaucoup moins, mais peut-être que l'enjeu en vaut moins la peine aussi, quoi. Oui, chez Gibson. Je suis pas sûre que. Oui, Marion Excusez-moi. Mazoric. Je suis sûre qu'il faille lire Neuromancien comme un panégyrique du cyberespace et moi, quand je lis Neuromancien, j'ai pas spécialement envie d'aller dans le cyberespace. On a le même rapport au cyberespace que dans Matrix, qui donc s'en est beaucoup inspiré, c'est-à-dire que quelque part, et c'est dès les premières pages, comme il est drogué au cyberespace et que c'est sa haute compétence à Case, le héros de Neuromancien, et qu'on lui a enlevé en fait la capacité d'y aller au début, c'est le début du roman, il est dans un manque terrible, mais qui est du même ordre que le manque de la drogue. Et les drogues, elles sont partout dans le roman. Les drogues sont quand même un palliatif qui vous permet de rester vivant dans un monde où on n'a plus beaucoup de raisons de rester vivant, peut-être à part l'amour, hein, parce qu'en plus c'est très romantique, Gibson, c'est bien. Et donc, alors nous, évidemment, on est fascinés parce qu'aujourd'hui c'est là, parce que ça a été complètement exploré par le cinéma. Mais la question du bonheur dans
enfin, c'est pas un simple panégyrique: «Enfuyez-vous dans le cyberespace et tout sera réglé». Pour Kay, c'est une réparation d'y retourner parce que là, il est un héros, mais en même temps, il se fait aucune illusion sur le fait qu'il y est, manipulé et qu'il se bat, contre plus fort que lui, si vous voulez. Donc c'est quand même quelque chose de très dialectique, le cyberespace. On n'est pas dans un livre qui vous dit: «Ah, la belle vie, c'est d'aller dans l'espace virtuel». On est dans un livre qui vous montre comment, dans ce monde-là, en fait, on a pris possession des âmes et des corps et des stratégies de résistance et de rébellion de ces cow-boys du cyberespace que sont, Case et ses copains, quoi, mais qui sont des rebelles à l'intérieur de tout ça. Oui, voilà, c'est pas une dénonciation de la technologie en tant que technologie, mais c'est surtout, de l'aspect totalitaire d'un pouvoir qui contrôle tout, y compris les espaces dématérialisés. Alors, la matrice de Gibson, hein, c'est la métaphore de ça, des êtres sous contrôle. Quelle postérité pour ce roman, en termes de genre, un indice avec cette bande son. Mona Lisa Overdrive, de la bande-son de Matrix Reload des sœurs Wachowski en 2003. Le titre du 3e volume de la trilogie neuromantique, car nous parlons tout au long de cette heure du chef-d'œuvre de la SF neuromancien de William Gibson. On en parle avec nos 3 invités du jour. Laurent Kessy, écrivain et traducteur français de William Gibson. Marion Mazoric, éditrice, fondatrice et directrice des éditions Au Diable Vauvert. Et Raphaël Granier de Cassagnac, directeur de recherche au laboratoire Le Prince Ringuet de l'école polytechnique et fondateur du studio de jeux vidéo Siphon Games. On vient de voir un peu que depuis sa sortie en 1984, plus le monde avance, plus la société commence de plus en plus à ressembler à celle dépeinte par Gibson. Marion Mazoric, on l'a vu, on l'a un peu évoqué, ce roman neuromancien, ce roman noir, c'est un roman qui est quand même très contestataire par rapport à l'Amérique de l'époque. Bah, complètement, c'est vrai que c'est une dystopie, alors là, très noire et qui, encore une fois, on est en 80, donc c'est extrêmement précurseur, mais parle d'un capitalisme mondialisé, dirigé par des entreprises multinationales, où il y a plus vraiment, on passe du Japon aux États-Unis, c'est les villes, un thème qu'on retrouvera chez Damasio. C'est les villes sont devenues des mégapoles géantes et elles ont remplacé les États, en fait. On en a une vision de loin. Et on est vraiment dans un monde déshumanisé où le pouvoir est très violent. Heu, c'est une vision complètement dystopique d'un capitalisme débridé, ce que Hobsbawm, et d'autres, commençaient à décrire, capitalisme tardif, mondialisé. En 80, alors c'était en fait plus audible peut-être qu'aujourd'hui ou qu'il y a 20 ans en tout cas, parce qu'il y avait donc cette génération, les beatniks, enfin, il y avait on était, dans l'Amérique, des combats pour la dignité noire, enfin, vous voyez, de la fin des années 80 à 2000, on est dans Bob Marley, qui est aussi, un chanteur très politique. On est dans une contestation là du capitalisme, très nette, hein. Et puis, ça va complètement décroître à partir des années 2000-90. C'est comme si la matrice avait gagné dans ces années-là. Et d'ailleurs, on va plus du tout lire, Gibson. Neuromancien va tomber dans l'oubli.
Pas que lui, hein, c'est toute cette génération. On parlera moins de Philippe Dick, on parlera moins alors évidemment ça continue à nourrir la science-fiction, mais qui est un genre de contre-culture à l'époque et qui se voit moins. Et puis c'est maintenant qu'on en prend, je pense, toute la dimension politique, voire même, écologique, hein, parce que, par exemple, dans les romans de Gibson, la nature n'est jamais présente. Elle a été éradiquée, en fait, par les machines, par l'industriel, par le Gibson n'est pas un ami, en fait, de la techno et de l'industrie. Il a seulement cette acuité de vision sur le monde qui est en train de se mettre en place et lui, il a l'intelligence de le voir au moment où il se met en place, il comprend ce que ça va advenir, 40 ans après et c'est pour ça que c'est d'une actualité incroyable. Et c'est ça, tous les livres de Gibson se situent toujours dans des univers hyper urbains, la nature n'existe pas, le monde a été totalement transformé par l'homme. Raphaël Granier de Cassagnac, vous souhaitiez également réagir sur la matrice, selon Gibson. Ah, éventuellement, ouais. Donc c'est lui qui invente le terme un peu, hein, qui est réutilisé par les frères ou les sœurs Machowski. Mais en fait, les matrices, pour moi, elles sont assez différentes dans le Neuromancien et dans Matrix. Dans Neuromancien, c'est vraiment la visualisation des datas dans leur ensemble. C'est-à-dire que d'un seul coup, les humains peuvent aller voir ce que sont les datas du monde et dans lequel, occasionnellement, on peut invoquer des mondes virtuels un peu concrets qui ressemblent aux nôtres, dans lequel on peut faire ce qu'on veut. Et c'est essentiellement, je pense, derrière un besoin assez narratif de la part de Gibson. Et cet accès à la data, il est réservé à un petit nombre de gens. Tout le monde n'a pas accès au cyberespace. Dans Matrix, on pousse le bouchon un peu plus loin. L'idée, c'est de rendre le cyberespace accessible à tout le monde et en fait pour les manipuler. Et jusqu'au point où les gens ont même plus conscience en fait qu'ils vivent pas dans le vrai monde mais dans le cyberespace. Donc je pense que ça pousse un peu les curseurs encore plus loin, mais la base, elle est là effectivement dans le neuromancien, quoi. Et ouais. Oui, non, continue. Non, moi, pour moi, le truc qu'a vraiment bien inventé Gibson, c'est le piratage, en fait. C'est la valeur de la donnée, quoi. Et on vient de reparler de Julian Assange récemment, donc on fait pas le piratage de la façon dont Gibson le met en scène dans le Neuromancien, mais tout est là, quoi. C'est-à-dire la donnée a une valeur très importante. Et il n'y avait pas tant de données informatiques à cette époque-là, et c'était visionnaire vraiment de se rendre compte que ça allait prendre énormément d'importance. Et aujourd'hui, on voit bien hein, toutes les incarnations du piratage informatique, et par exemple les WikiLeaks, mais c'est que un exemple. Il y en a plein. C'est très très présent et très important dans la société actuelle. Laurent Kessié, justement, sur cette notion de la big data comme enjeu majeur à venir. Je pense que Gibson, il est très attaché aux objets depuis toujours. Pour survivre avant d'écrire, il hantait les vides-greniers et les boutiques d'antiquité pour revendre des objets qu'il trouvait, dont lui seul voyait qu'ils avaient de la valeur. C'est quelqu'un qui est très attaché au monde matériel, d'ailleurs un peu ironique qu'il invente en quelque sorte cet univers virtuel. Mais cet attachement, je pense, fait aussi qu'il pressent la valeur de la donnée et qui lui donne qui la matérialise en quelque sorte. Il comprend ce qui se passe au niveau informatique, pas en détail, il a pas les armes pour ça, mais il comprend qu'il faut matérialiser ce qui est en train de se jouer là. Et c'est donc ainsi qu'il conçoit cet univers virtuel à la fois interlope et à la fois très, très brillant. Et que en fait, pour aller voler des données, ça va être comme pour faire un braquage de banque. Et il ajoute ces espèces s'il appelle la ICE, les contre-mesures en fait informatiques. Donc lui, il leur donne l'image, voilà, de glace qui avance et qui, une fois qu'ils touchent le cambrioleur, peuvent faire beaucoup de dégâts. Donc il met vraiment une couche narrative sur quelque chose qu'il pressent et il incarne quelque chose qu'il pressent de façon matérielle, quoi. Le pouvoir de la data, les déplacements, la conception du cyberspace, l'homme augmenté, l'humanité urbaine, la mégalopole humaine. Bon voilà, on a fait quand même bien le tour des thématiques qui sont au cœur du Neuromancien. Parlons maintenant de sa plume, très important. Vous avez évoqué Marion Mazouric, la poésie de ce texte. Je vous propose une lecture, puisqu'en 2020, les éditions Diable Vauvert donc, publient et font retraduire le Neuromancien. Voici une lecture de la première page. Le ciel au-dessus du port avait la couleur d'une télévision allumée sur une chaîne défunte.
Keyes se frayait un chemin à travers la foule devant l'entrée du chat, lorsqu'il entendit quelqu'un expliquer. « Je suis pas accro, c'est juste mon corps qui souffre d'une grosse carence en drogue. » Une voix et une blague typique de l'étendue. Au Chatsubo, un bar pour expatriés, on pouvait boire pendant une semaine sans jamais entendre 2 mots de japonais. Rats bossait derrière le comptoir et sa prothèse de bras se contractait avec monotonie pour remplir des verres de Kirin à la pression. En voyant Keyes, il sourit et dévoila une dentition mêlant acier d'Europe de l'Est et carré marron. Keyes trouva une place au bar, entre le bronzage improbable d'une des putes de l'Onizone et l'uniforme de marin immaculé d'un grand Africain aux pommettes striées de cicatrices tribales bien alignées. « Wage est passé tout à l'heure, avec 2 Joe Boys », dit Rats en poussant une bière sur le comptoir de sa main valide. « Peut-être qu'il voudra te voir, Keyes. » Celui-ci haussa les épaules. La fille à sa droite gloussa et lui donna un petit coup de coude. Le sourire du barman s'élargit. Il était d'une laideur légendaire. À une époque où la beauté était abordable, s'en priver relevait d'une certaine noblesse. L'antique brave rompit en prenant un autre verre. Il s'agissait d'une prothèse militaire russe, un manipulateur 7 fonctions à rétroaction, gainé de plastique rose taché. Voilà l'Inky Pete de Gibson qui est entré dans la légende. Marion Mazouric, vous avez donc découvert un Gibson poète. Comment vous caractériserez sa poésie ? Alors d'abord, donc une écriture faite d'images, d'associations aussi, parfois, étonnantes. Je pourrais vous citer des phrases, il a des métaphores, il utilise beaucoup le comme et bon, on a la première phrase du roman qui dit ça très bien et il décale toujours la comparaison. La présence des couleurs, alors là, je ne sais pas si vous avez noté dans cette page, mais à chaque chose est caractérisée par une couleur. Les carrés marrons, le bar, le rose. Il y a énormément de couleurs chez Gibson. Il y a énormément de décalage d'images, des phrases très courtes, un refus quand même absolu de l'académisme. Alors encore une fois, il écrit en 1980. On est, aujourd'hui dans son style, je veux dire, est toujours aussi, tonique et intéressant aujourd'hui et novateur. Pourquoi? Parce qu'il refuse absolument, tout académisme, toute idée de faire du style pour faire du style. Il n'y a pas un mot de trop. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est une vraie performance de traduction, ce qu'a fait Laurent, parce qu'il a su rester, c'est une langue extrêmement concentrée où tout compte et où vraiment il y a des chocs d'images, mais jamais on est dans l'excès, dans l'académisme, dans l'idée de faire joli. C'est toujours utile. C'est d'ailleurs, vous êtes des fois obligé, c'est tellement concentré cette langue enfin moi en tout cas, je relis souvent plusieurs fois la même scène pour ne rien rater, des couleurs, des choses et puis il associe toujours des idées abstraites et des choses concrètes. Vous voyez par exemple cette phrase: «Elle dormait dans une capsule près du port, la lèvre supérieure comme le trait d'un oiseau en vol dessiné par un enfant». Et vous voyez absolument le visage de cette, jeune fille qui est une amante de Case, voilà la force poétique en fait de Gibson. Après, c'est un écrivain qui fonctionne beaucoup sur l'ellipse, c'est-à-dire qu'il nous fait rentrer dans l'action par des scènes successives et là aussi qui s'embarrasse pas de vous raconter les blancs. De ce point de vue-là, je pense que c'est ce qui explique aussi, qu'il soit toujours un inspirateur pour la modernité. Quelque part, il y a des rythmes narratifs qu'on peut retrouver dans le manga, qui sont très rapides. Peut-être que lui-même et bien sûr, il est influencé par le cinéma, vous voyez? Mais je crois aussi que c'est des caractéristiques qui traversent, sa génération, hein. On a vraiment dans les années 80, encore une fois, je peux citer Dick, Sterling, Butler et cetera, des écrivains en science-fiction, donc dans un sous-genre, dans une contre-culture, qui pour moi renouvelle la littérature mondiale et d'ailleurs on est en train de le prouver aujourd'hui puisque c'est ces écrivains-là que les jeunes relisent, hein. Mmh. Moi j'ai des neveux qui me disent: «Mais tata, nos romanciens, mais évidemment c'est génial, c'est du rétrofuturisme vintage, on adore». Ils ont 25 ans, vous voyez? Oui, puis comme, quand vous avez fait, retraduire, la trilogie, ça a complètement aussi, ça l'a relancé. Le jeu vidéo Cyberpunk 2077
1977 est d'ailleurs sorti la même année. On voit bien qu'il y a donc toute une nouvelle génération qui lit Gibson. Laurent Kessy, par rapport justement à ce retravail de retraduction, on a tendance à se dire que plus les auteurs écrivent bien, plus il est facile de les traduire, mais c'est pas toujours vrai. Alors, dans mon expérience, c'est assez vrai. D'accord. C'est difficile de traduire un mauvais texte. Dans le cas de Gibson, voilà, c'était pas le cas du tout. Il y avait toutefois, il y avait des néologismes, il y avait des choses, il fallait s'imprégner un peu de son style. En effet, comme a dit Marion, il n'y a pas un mot trop, il fallait pas en ajouter. Il fallait vraiment se glisser dans cette espèce de texte qui n'est jamais explicatif, mais toujours qui nous plonge en fait dans ce monde sans jamais rien expliquer. Contrairement c'est le défaut de certains textes de science-fiction qui, voilà, nous disent ce qui s'est passé, par exemple, entre euh, l'époque où on lit le livre où il a été écrit et le futur dépeint. Voilà, il y a eu une guerre nucléaire et donc, etc., etc. Non, Gibson, lui, il nous plonge dans ce monde. On l'a vu là avec la première page que vous avez lue. Il nous plonge dans ce monde directement. Au début, ben, on sait peut-être pas bien nager dans ce monde, et puis petit à petit, on va barboter, on va réussir à surnager et à comprendre ce qui se passe, à se laisser entraîner même par le flot du courant et de son texte qui file. Il n'arrête pas de relancer sans arrêt. Euh, et donc, une fois que j'avais compris comment ça fonctionnait, il n'y avait pas de difficulté particulière. J'avais le bénéfice peut-être par rapport à des traducteurs des années 80 de pouvoir m'appuyer sur Internet et sur ce qu'on sait maintenant sur l'informatique. Euh, Par exemple, Gibson appelle des consoles les appareils qui permettent aux hackers de se brancher sur le cyberspace. Mais de nos jours, une console, c'est une Nintendo, quoi. C'est une console de jeux vidéo, donc il fallait changer ce terme-là. C'est un des travaux de modernisation, par exemple, qui a eu lieu sur la traduction. Voilà. Et puis Lisa s'éclate est devenue Lisa disjoncte en deuxième traduction. Raphaël Granier de Cassagnac. Ouais, non, moi je suis très, très, tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit tous les deux. Peut-être j'ai une question pour Laurent. Je me trompe ou c'est pas daté en fait? Euh, on devine à peu près, mais non, c'est pas daté. Et Non. ça, c'est une Non, très non. grande force et ça va complètement dans le sens de ce que vous disiez. C'est il ne positionne pas précisément son univers dans un contexte réel. Il dit voilà, on est là, on ne sait pas comment on y est arrivé, on fonce, on rentre directement dans le, dans le cœur du sujet. Et moi, encore une fois, en le relisant pour le bienfait de cette émission, je me suis rendu compte que moi, j'étais super influencé par cette forme d'écriture et que j'ai calqué des choses, j'ai mal copié des choses de Gibson sans m'en rendre compte. J'adore cette forme d'écriture, quoi, vraiment. Justement, en Mais 84, Raphaël, je pense qu'il ne faut pas culpabiliser parce que je crois que tous les écrivains français de SF sont influencés par Gibson et qu'on l'est tous parce qu'il a vraiment modifié nos à tous. C'est évident que pour Heyerdahl, Vintrebert, tous les Damasio, enfin tous les écrivains qui vont vers la science-fiction et qui ont affronté les questions technologiques, ils sont influencés par lui profondément. Ses visions et même son monde narratif les meilleurs, parce qu'en même temps, il est d'un réalisme total et en fait, il nous plonge dans le réalisme de ses personnages. C'est-à-dire que le personnage, il n'y a pas de raison que nous, il n'y a pas un narrateur omniscient qui fait qu'on comprend mieux le monde que Case. Nous, lecteurs, il y a aucune raison qu'on le comprenne mieux que les personnages et ce monde, quelque part, les structures du pouvoir, tout ça, c'est opaque. Il y a toujours des envoyés, des commanditaires, ils sont mystérieux et en fait, les gens, les personnages de Gibson sont des laissés pour compte ou des individus, qui essayent de survivre. C'est pas les gens qui contrôlent le monde, donc ils en ont pas forcément une vision globale et il y a pas de raison qu'ils nous la donnent et du coup, on est vraiment dans une lecture totalement immersive par rapport à l'univers qu'il a créé. Moi, ce que je voulais dire, c'est que je pensais absolument nécessaire que la traduction de romancien, justement à cause de toute sa force d'anticipation et aussi de vision, c'est-à-dire de visionnaire, il était nécessaire qu'elle soit faite par un jeune traducteur, justement écrivain lui aussi et voilà, comme Laurent. Et il a raison quand il dit qu'il y a des choses possibles aujourd'hui qui n'étaient pas forcément dans la génération des années 80, qui était sans doute plus sur le côté politique et non futur, mais pas dans cette
langue poétique, justement. Mmh. Mais on évoque justement, l'influence de ce texte sur les auteurs, par la suite. Laurent Kessy, on est quand même donc en 84, nos romanciens lançaient le genre cyberpunk alors que le terme même cyberpunk n'apparaît pas dans ce texte. Comment justement, ce mouvement se définit-il et quelle est la place de nos romanciens dans cette histoire-là? Il y avait un petit groupe d'auteurs qui s'est formé autour de Bruce Sterling, de William Gibson, de Lewis Shiner, qui se sont rencontrés dès 81, je pense, et qui se sont reconnus en quelque sorte. Ils travaillaient sur les mêmes choses, ce qui faisait plaisait les uns aux autres. Donc il y a eu un mouvement comme ça informel qui est devenu un vrai mouvement littéraire baptisé par le critique Garner Dozois. Et c'est un terme qui vient d'une nouvelle d'un auteur un peu moins connu qui s'appelle Bruce Besque, mais voilà, qui parlait lui aussi des marges, etc. Et donc qui correspondait bien à ce que faisaient ces auteurs qui avaient tous un côté un peu rock, voilà, dans les marges. Et donc, tout au long des années 80, il y a eu des textes. Alors, Gibson a continué à écrire. Il y a eu des textes de ces auteurs-là, notamment Bruce Sterling. Il y a aussi Pat Cadigan, qui est aussi un peu oubliée, mais qui est une autrice cyberpunk vraiment de grande, grande qualité, sur laquelle il faudrait peut-être se repencher aujourd'hui. Euh, et puis, pour moi, j'ai une définition assez stricte du cyberpunk. J'ai l'impression qu'il s'est arrêté en 1990 avec le samouraï virtuel de Denis Stephenson, qui est une espèce de somme cyberpunk, c'est-à-dire qu'il a tout mis. C'est un peu l'équivalent de Hyperion pour la SF plus classique. Il a mis tout ce qu'on pouvait mettre sur du genre, enfin, tous les clichés, mais avant qu'ils soient des clichés, pour donner l'œuvre ultime cyberpunk. Et après, évidemment, c'est plutôt du post-cyberpunk. Enfin, on utilise le cyberpunk, mais avec, comme disait Marion, il y a un côté vintage maintenant sur le genre, quoi. Oui, puis ensuite on avait une ramification en de nombreux, sous-genres, steampunk, nanopunk, stonepunk, cloakpunk, rococopunk, bref. Parmi, tous ces auteurs qui ont été inspirés par Gibson, il y a vous, Raphaël Granier de Cassagnacq. Oui, je l'ai déjà dit, ouais, effectivement, Mais on peut parler même, c'est rapidement parce qu'on est vraiment à la fin de cette émission. Mais il ouais, y a c'est quand même cette trilogie, SF, 3 livres indépendants, Eternity Incorporated, Thinking Eternity et Resilient Seeking qui ont été, je pense qui se placent dans cet héritage-là. ouais, surtout le deuxième, Thinking Eternity, où on est dans une société qui part d'aujourd'hui et qui va jusqu'à une forme d'apocalypse. Il y a des mondes virtuels, effectivement, et donc bah, justement, en lisant Gibson, je me suis rendu compte que moi, j'avais été définitivement influencé par les yeux de Molly, les yeux miroirs de Molly Million, La cyborg. la runner à côté qui run avec Case. Et je l'avais complètement oublié, mais je pense que c'est une image qui est restée définitivement ancrée en moi. Elle a des yeux qui sont J'ai écrit un chapitre qui, à la relecture, c'est clair, c'est ça, quoi. Avec ses yeux et en effet ses griffes, Ouais. rétractables et puis donc cette Molly, bon on est arrivé donc à la fin de cette émission. On en parlait pendant des années et visiblement, il va y avoir une adaptation en série sur Apple TV, un programme en 10 épisodes qui sont prévus. Merci en tout cas à vous 3 de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Dans quelques secondes, on retrouve la chronique, Avec Science. Raphaël Granier-Cassagnacq, j'annonce dès maintenant qu'un jeu vidéo va sortir en septembre. Ça s'appelle Exographeur et on en reparlera. Merci à vous 3. Aujourd'hui, avec Alexandra Delbout, on parle de toute autre chose, de la dengue. C'est la chronique Avec Science.